On vous a invité ce soir donc pour une conférence de presse pour vous présenter la démarche qu'on a souhaité initier pour les municipales de mars 2020. Et déjà, on va commencer par vous dire que on ne va pas vous annoncer ce soir la création d'une liste France Insoumise. On ne va pas vous annoncer qui est là en tête de liste. On n'est pas dans cette démarche. Donc on va pas répondre à la question c'est qui, mais on va répondre à la question c'est quoi. Voilà. Et donc ce qu'on lance aujourd'hui comme démarche, c'est une démarche de construction collective. L'idée, c'est de réunir les citoyens byzantins et du Grand Besançon autour d'un projet qui est la construction collective d'un programme pour les élections municipales et aussi d'une liste citoyenne, mais qui viendra dans un second temps. Et donc on a procédé dans un point de départ, en fait, on a rédigé un texte d'appel qui propose un certain nombre de marqueurs politiques sur 3 grands axes. La question écologique, la question de la solidarité et la question de l'urgence démocratique. Et donc on a réuni, donc aujourd'hui on lance cette démarche avec comme soutien les 100 premiers signataires. Et donc on va mettre en place un certain nombre d'outils collaboratifs pour vraiment être dans une construction collective de quelque chose, pour proposer quelque chose pour les municipales à Besançon. Donc on est vraiment dans une dynamique où on ne dit pas aux citoyens venez derrière nous, mais venez avec nous construire, puisque voilà, on est une ville à Besançon où les gens sont très impliqués, ont plein d'idées, ils partagent les problèmes du quotidien, ils ont donc les solutions du quotidien et on souhaite construire ça ensemble. Donc on a un certain nombre d'outils qui vont être mis en place, un site internet, une plateforme collaborative, on pourra en reparler. Et puis pour aller vite et que tout le monde puisse s'exprimer. Donc vous avez le texte d'appel qui vous a été donné, qui pose les marqueurs politiques et c'est là-dessus que les signataires ont apporté leur soutien. Et donc Claire et Michel vont vous parler un petit peu de 2 aspects programmatiques. Donc on a Maxime ici, Renaï, qui vient en soutien de notre démarche par rapport à l'application citoyenne. Et on a également Sylvestre. Et puis un certain nombre de signataires qui sont là aussi. Donc tous ceux qui, à un moment donné, veulent dire des choses, voilà, tout le monde est légitime. On est vraiment dans un cadre citoyen et on veut construire collectivement. Voilà. Alors du coup, Besançon verte et solidaire, et on va diviser la tâche en 2, même s'il y a l'urgence démocratique. Et en fait, sur l'urgence démocratique, notre manière de fonctionner dans cette première phase correspond à ce qu'on veut faire par la suite. C'est-à-dire que dès le départ, on est sur un truc collaboratif, où on donne tous les outils, on va être dans de l'éduc-pop, dans des ateliers participatifs et tout. Donc pourquoi Besançon verte? C'est vrai que la ville de Besançon, c'est quand les gens arrivent à Besançon, la première chose qui les frappe, la première chose qu'ils disent, c'est vert ici. Et c'est vrai que c'est une très belle ville, c'est une ville qui est verte, et on aimerait qu'elle le reste. Donc déjà, on a l'arrêt de l'artificialisation et des projets dits inutiles. Et je pense que là, tout le monde voit plus ou moins dans quelle direction on veut aller. Donc il y a l'arrêt des vêtements, mais il y a aussi l'arrêt de l'urbanisation des planches. Il y a aussi le fait de ne pas doubler la RN 57. Tous ces dossiers qui peuvent sembler conflictuels, nous on pense qu'on est dans un cadre d'urgence climatique et qu'il faut complètement revoir la manière de penser la ville de demain, et que donc il y a une inversion à faire entre le développement économique et la nécessaire prise en compte de l'urgence climatique. Et donc du coup, comme toujours, notre réflexion elle s'articule autour de cette notion d'urgence climatique. Donc ça va aussi avec la gratuité des transports en commun, qui sont des grandes choses qu'on veut porter. Donc on n'a pas peur de dire qu'on va vraiment, notre objectif c'est vraiment d'engager Besançon dans une transition verte, écologique et solidaire. Et du coup, je passe la parole tout de suite à Michel pour développer un petit peu l'aspect solidarité. Oh, la solidarité, effectivement, à Besançon, on ne peut pas ne pas en parler. Dans la ville de Fourier, de Proudhon et de Victor Hugo, on ne peut pas ne pas parler de solidarité. Et effectivement, on en a parlé très longtemps à Besançon, où on a même inventé l'ancêtre du RSA, l'ancêtre du RMI. Et donc c'est dans cette lignée-là que nous voulons continuer à mettre à disposition des plus petits, de ceux qui n'ont pas la parole, les outils pour qu'ils l'apprennent cette parole, que ce soit eux qui s'expriment effectivement. Et ça, on le voit dans bien des domaines où ils ne l'ont plus cette parole. Et cette parole, vous avez pu voir par exemple que les migrants à Besançon ne l'avaient pas. Les migrants à Besançon, on ne les héberge pas, on les expulse quand ils arrivent effectivement à trouver un minimum d'hébergement. Vous avez connu effectivement l'épisode de Solidarité Migrants Réfugiés
qui avait ouvert un local pour accueillir des migrants et qui s'est fait expulser par qui? Par la municipalité de Besançon. Donc ça, on n'en veut plus. Mais il y a d'autres endroits aussi où cette solidarité doit s'exprimer. C'est dans le logement. Quel est le bien dont chacun a besoin, ne peut pas se passer et qui dépend de la collectivité? C'est son logement. Et son logement, bien entendu, quand Michel prend la parole, tout de suite, tu vas nous en parler. Hein, tu vas nous parler de Chaillot. Eh ben oui, j'en parle de Chaillot. Qu'est-ce qui se passe là? Hein, il se passe qu'à Chaillot, on a un immeuble HLM où habitent qui? Les plus petits, les plus pauvres, les plus démunis, à qui on a promis, il y a 10 ans, jamais plus vous ne bougerez d'ici, c'est la dernière fois qu'on vous déménage. Il venait en partie des autres immeubles de Fontaine-Écu qu'on allait démolir. Pour quelle raison? Sans doute, là nous sommes en accord avec la municipalité de Besançon qui nous a fait une grande exposition. Guerre aux démolisseurs. Eh bien oui, nous le répétons aujourd'hui, guerre aux démolisseurs, et nous le mettrons en acte. Donc effectivement, c'est un des éléments. Ce logement social, aujourd'hui, l'objet, c'est pas de démolir pour reconstruire, mais l'objet que l'on a, c'est de parler avec les habitants de leurs besoins, les habitants de ces logements sociaux, pour savoir effectivement comment il faut rénover, réhabiliter leur logement, et pas leur dire on va démolir parce que d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, et puis on va construire et vous envoyer ailleurs. Ailleurs, où vous perdrez tous vos contacts sociaux, tous vos contacts familiaux même, tout votre environnement social dont vous avez besoin, le to-be, le magasin, etc. Pardon, je vois des gros yeux de Claire, donc je ne parlerai pas plus. Merci Michel. C'était un clin d'œil, Michel. Oui. Alors voilà, si quelqu'un veut dire un petit mot, et puis après on vous laissera. Voilà, donc en fait là vous avez tout autour de vous un certain nombre de signataires qui sont présents avec nous ce soir, on les remercie. Donc si quelques-uns veulent rajouter quelque chose, parler de pourquoi ils ont souhaité soutenir cet appel. Excusez-moi, jusqu'à présent, il y a combien de signataires? On est à les 100 premiers signataires. On n'avait pas lancé l'appel, la signature en ligne. Sachant que ça a été une recherche qui n'était pas publique. Et qui sont les signataires des hommes et des femmes, et des hommes de... Il y a de tout, il y a des militants associatifs, parce que Besançon est une ville voilà, où on regorge de citoyens qui sont engagés. On est une des villes où on a le plus d'associations, donc on a une population qui est très engagée, et on estime que c'est vers ces gens-là aussi que les solutions, il faut aller les chercher. Donc il y a des militants associatifs, il y a des militants syndicaux, il y a des militants de la désobéissance civile, il y a des citoyens aussi qui jusqu'à maintenant n'étaient pas forcément engagés. Alors on est tous des citoyens évidemment, mais on utilise ce terme-là voilà, qui n'est pas forcément à bon escient, mais bon bref. Et donc il y a aussi des citoyens qui n'étaient pas forcément engagés jusqu'à maintenant, mais qui, quand on a présenté ce texte d'appel, se sont dit ben, oui, nous aussi on a envie de participer. Et je pense que ça révèle aussi la volonté qu'on sent chez les citoyens à l'heure actuelle, avec le mouvement des Gilets jaunes, les grèves pour le climat des jeunes, où on voit vraiment que les gens ils ont envie de se réapproprier leur destin. Et nous, c'est cette démarche-là qu'on souhaite accompagner. On peut dire des citoyens gilets jaunes ou pas particulièrement? On a aussi des citoyens gilets jaunes qui sont signataires. Du coup, vous pourrez aller sur la page et vous regarderez. On en a quelques-uns. On en a quelques-uns. Michel, qui est ici, fait partie des Gilets jaunes aussi. En fait, on a aussi des militants pour le climat, on a des gens qui étaient engagés, on a des jardiniers des fêtes, on a des habitants un peu de tous les quartiers aussi, et ça c'est important. On a par exemple Kader Gaden, qui est militant syndical, qui est habitant de Planoise. Enfin, on a vraiment des représentants un petit peu de plein d'endroits différents. On a Sylvestre ici présent, qui travaille sur la forêt. Et c'est vrai que la forêt à Besançon, c'est quelque chose d'important aussi. Donc on a vraiment des personnes on a essayé d'avoir un éventail de tout ce qui pousse vers une alternative en fait. Et vous avez tout le monde, ou vous recherchez encore plus de monde, ce que vous dites, on a tout le monde dans notre éventail. En fait, on a voulu avoir un éventail représentatif de tout ce qui pousse une alternative. Et là, pour l'instant, on a fait parce que voilà, au moment du lancement, il faut avoir les premiers signataires. Et maintenant, le texte d'appel est en ligne. Et chacun est invité à s'en saisir et à signer cet appel et à rejoindre. Du coup, c'est quoi, excusez-moi, le calendrier, parce que j'imagine qu'il va y avoir, je crois que c'est précisé à la fin de l'appel, des assemblées communales pour écrire ensemble le programme.
Là, vous allez les laisser le temps aux gens de se saisir peut-être d'abord de la plateforme et du site avant d'organiser ces assemblées? En fait, on a 2 dates déjà d'assemblées qui sont prévues. Alors, de tête, on a le 19 novembre et 12 décembre, plus ou moins. 19 novembre et 12 décembre. C'est 2 têtes, de toute façon, c'est à vérifier. Et on a plusieurs ateliers programmatiques qui sont déjà calés. Plus, on a des événements qui sont déjà des ateliers porteurs de parole dans la rue qui vont être organisés. Plus, à partir de la semaine prochaine, on commence collage tractage. Donc, c'est bon, là, on est parti, quoi. Enfin, très concrètement. Donc, des ateliers programmatiques et des ateliers, j'ai pas compris. Des ateliers porteurs de parole. Donc, ça, c'est, on met pas les gens dans une salle, on va dans la rue chercher la parole des gens. Donc on en a un premier mercredi prochain à Planoise et un autre le 24 qui est programmé à Battant, et ensuite on va aller dans tous les quartiers de Besançon parce qu'on est conscient que ce texte-là va toucher certaines personnes, mais qu'il y a des populations qui sont totalement éloignées de ça, et l'idée c'est d'aller nous à leur rencontre. Notre démarche est une rencontre citoyenne. Je pense qu'effectivement cette démarche de porteur de parole va un peu contrebalancer la magnifique plateforme collaborative que nous avons et qui, comme vous le savez, est peut-être pas à la portée de tout le monde. Si vous êtes peut-être déjà allé dans ce qu'on appelle nos grands ensembles, hein, où l'on rencontre des gens pour lesquels l'écriture en français ne veut rien dire du tout, qui sauront parler. Cela, c'est pas avec une plateforme collaborative qu'on entendra effectivement leurs arguments. Donc, dans la rue, avec ces actions porteurs de parole, oui, ils pourront s'exprimer et leurs revendications, leurs demandes pourront être reprises. Juste pour être précis, ça veut dire que de toute façon, il y aura une liste qui se présentera au municipal de mars. Ah bah oui. Voilà, non mais... Et là, du coup, vous pensez que le programme définitif, vous l'aurez à peu près quand? De toute façon, l'idée, vu que c'est une démarche citoyenne, c'est vraiment d'écrire avec les gens. Du coup, moi, je reviens sur la plateforme collaborative et je pense que Michel a raison. En fait, on va utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition d'éducation populaire. Donc, il y a les outils numériques qui sont quelque chose d'essentiel. Et puis, il y a... Enfin, nous, on est des militants, on reste dans la rue, quoi. Enfin, le premier contact, c'est aller taper aux portes, c'est aussi aller dans la rue, c'est prendre la parole des gens. Parce que ça, il faut être au courant. Et donc, du coup, on utilise tous les outils. Et vous voyez que cette plateforme, elle est déjà en partie alimentée, que chacun peut rajouter des idées, que vous pouvez voter pour les idées qui vous plaisent. Donc, c'est vraiment un outil qui, s'il est saisi par les gens, permet vraiment d'élaborer des programmes. Et nous, on va faire une campagne de constitution de programmes. Ce qui nous intéresse, c'est de parler vraiment du fond et des projets qu'on peut porter pour cette ville, quoi. Alors, j'ai posé la question de Tiffage, pourquoi vous n'avez pas rejoint Anne Vigneault, par exemple, pour justement prolonger les liens de la gauche? Et pourquoi elle ne nous a pas rejoints? Pourquoi ne nous a-t-elle pas rejoints? Moi, j'ai envie de répondre. C'est une histoire de programme, Pour le coup, de candidature. j'ai envie de répondre. Il y a quelque chose, quelques actes que je trouve qui sont inacceptables de la part de Anne Vigneault pour quelqu'un qui est vert. C'est d'avoir voté à l'unanimité avec le conseil municipal la destruction des VET, ça c'est inexcusable. Deuxièmement, elle a voté aussi l'arrêté anti-mendicité, ça c'est inexcusable. Donc ça hors de question pour des gens comme nous, en tout cas pour moi, de rejoindre quelqu'un qui se dit de gauche, enfin, ou de pensée de gauche ou verte, et qui n'est que de surface et qui n'est pas du tout de cœur. Il n'y a rien dans son programme? Non, il n'est pas. C'est superficiel. Non, je veux dire, les actes prouvent qu'elle est plus LRM, d'ailleurs elle est en partenariat avec LRM, si vous regardez, elle est bien plus LRM que vert, évidemment. Bon, elle n'est pas Eric Alloza non plus. Dans les faits, non, mais en tout cas, dans les actes, elle est LRM. Donc impossible de se rejoindre, si je peux me permettre? Moi, je vous dirais que je l'ai rencontrée souvent, Madame Vigneault. Bon, quand je l'ai rencontrée, effectivement, c'était lorsque nous avions des discussions sur le logement. Elle était en face de moi. Et en face de moi, quel était son ennemi? À Madame Vigneault, c'était l'organisation de locataires que je représentais. C'était pas NJ qui était à côté d'elle, le gestionnaire par exemple de la chaufferie de Planoise. Non, son ennemi c'était la CNN. Donc effectivement, je l'ai rencontrée, ça ne peut pas aller au-delà. Dans les paroles, elle est extraordinaire, dans les faits, on voit ce qu'il en est. Donc non. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'à un moment donné, quand on dit qu'on veut faire un rassemblement citoyen, mais qu'on commence par arriver vers les gens, leur disant, bon ben voilà, la tête de liste c'est celui-ci, le deuxième de liste c'est celui-ci, et puis le programme c'est ça, on n'est pas du tout, nous, dans cette démarche-là. À un moment donné, les citoyens, c'est pas des faire-valoir. Nous, on veut véritablement construire avec les citoyens et non pas mettre les citoyens derrière nous. Donc encore une fois, il faut mettre en accord ces paroles et les actes. Du coup, moi, c'est vrai que pour
revenir à votre question, en tant que France Insoumise, on a été invité à des discussions avec eux. Et en fait, on leur a dit, nous, on veut une construction citoyenne. Et pas un accord d'appareil à l'ancienne, on se met à 4 autour d'une table et on se partage les postes comme au Monopoly. On leur a dit on veut une construction citoyenne, on leur a dit voilà, nous il y a quelques trucs sur lesquels c'est... moi je suis présidente d'une association qui lutte contre l'urbanisation des bêtes. Michel ici est membre d'une association qui défend les locataires de Chaillot. À un moment donné, on n'est pas schizophrène, on ne peut pas défendre en politique l'inverse de ce qu'on défend dans nos engagements associatifs. Et donc à un moment donné, nous on ne peut pas avoir une parole quand on est militant dans le domaine associatif, puis dès qu'on passe aux élections, renier cette parole-là. Et nous, on croit encore à la beauté du geste politique, à une politique qui peut changer les choses, et à une vraie politique qui se perd pas en cours de route. Et donc, on est obligé d'être droit dans ce qu'on dit et dans ce qu'on incarne politiquement. On ne peut pas faire l'inverse quand arrivent les élections de tout ce qu'on fait le reste du temps. Donc à partir de là, c'était quand même compliqué. Et voilà, on leur dit, nous, ce qu'on fait, c'est une démarche citoyenne. Et après, je le redis, de toute façon, c'est ouvert. Et c'est des cadres. On a toujours posé des cadres ouverts. Donc, et les gens, ils peuvent faire des erreurs et ils peuvent changer d'avis. Ils l'ont déjà fait. Ils peuvent toujours, voilà. Mais nous, on ne peut pas, nous, renier nos engagements de longue date. On ne peut pas aller contre ce qu'on est. Donc jamais Invino, quoi. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous, on était droit dans notre ligne. Et par contre, sur les premiers signataires qu'on a, faut être clair. Évidemment qu'il y a des... Enfin, voilà, faut être clair. La municipalité sortante, avec son bilan, voilà, ils ont un bilan qui ne convient pas. Faut être clair aussi. Ils sont porteurs d'un bilan qui ne convient pas. Alors je suis désolée, je dois revenir là aussi dans les schémas peut-être politiciens classiques, mais il n'y a pas de tête de liste, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Voilà, peut-être n'importe qui va venir à une émission à France Bleu, on invite qui? C'est qui le nom En fait, c'est tout simplement un renouveau démocratique, c'est-à-dire que c'est le peuple qui décide de qui sera sur la liste ou pas. Moi, par exemple, je soutiens la liste, mais je sais que je ne fais que soutenir à mon petit niveau, c'est tout. Il y en a qui voudront se présenter, et je les soutiendrai évidemment, mais ce n'est pas l'appareil exact, ce que disait Claire, merci. C'est qu'il n'y a personne au-dessus de nous qui va décider qui sera la liste. Ce sera les signataires qui vont décider démocratiquement de qui les représente pour les municipales. Et du coup, moi, je dirais aussi sur le fait que nous, on a toujours prôné l'implication citoyenne. Et on ne peut pas prôner l'implication citoyenne et avoir peur du choix des gens. Donc nous, voilà, on propose une démarche, elle est ouverte. On a des marqueurs qui sont des marqueurs de l'écologie, du social, de l'accueil des migrants, de la non-urbanisation des espaces naturels. Mais à un moment donné, nous, si on veut vraiment transformer cette ville, on a besoin de l'application citoyenne. Et si on a besoin de l'application citoyenne, on le fait dès le départ, dès le lancement de la liste. Et on y va clairement avec les gens. On ne va pas rester sur le précaré comme ça. Votre tête de liste, elle sera élue quand? Elle sera élue par les assemblées de signataires qui vont décider eux-mêmes la calendrier. Mais de toute façon, je veux dire, après, il y a des impondérables dans une campagne. Je veux dire, voilà, on va pas les lire début mars, 15 mars, ça c'est évident. Mais elle sera élue à une date qui conviendra aux assemblées de signataires. Et puis moi, j'espère bien qu'on sera innovant dans la manière de désigner les personnes, dans la manière de choisir les personnes, dans la manière d'organiser les débats, parce qu'il y a aussi des choses dans la manière de désigner des candidats qu'on n'a plus forcément envie de voir. Donc je pense qu'on peut faire autrement et il ne faut pas avoir peur de vouloir faire autrement. Et du coup, je reviens aussi sur quelque chose, un des premiers travaux, ça ne va pas être de savoir qui c'est qu'on met, ça va être de faire une charte éthique des élus et des futurs élus. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'élire des gens, il s'agit après de s'assurer que les personnes qui sont élues ne fassent pas n'importe quoi. Et on a des bons exemples à Besançon, parce que personne n'a élu un maire en marche. Personne dans cette ville n'a élu un maire en marche. Donc nous, le premier point, c'est une charte éthique, un contrôle des élus. De transparence politique, il n'y a pas à l'heure actuelle. Quand on veut demander par exemple des documents administratifs à la mairie, on ne les a pas en temps en heure, on est obligé de les demander auprès de la CADA ou d'aller au tribunal administratif, et ça c'est pas normal, il y a vraiment une opacité d'administration dans ces villes. Alors moi j'ai un exemple très concret d'un document que je demande depuis 2016, qui est l'étude d'impact logement de 2016 dont on n'a que la synthèse. Ça fait donc 3 ans que je demande l'étude complète qui a coûté 30 000 euros à la collectivité, qu'on ne l'a pas. On l'a pas. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes elle a eu un impact sur votre cheminement intellectuel pour la campagne? Le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact sur tout en fait. Et je ne crois pas qu'il y ait une personne dans cette société qui n'ait pas été impactée par ça. Donc ça a eu un impact intellectuel sur tout en général, pas particulièrement sur la campagne. Sur tout.
Après, nous, on a aussi une réflexion de longue date sur la notion de révolution citoyenne. Voilà, et qui est de dire qu'à un moment donné, il faut trouver les moyens de redonner le pouvoir au peuple. Et c'est une des spécificités aussi des militants de la France Insoumise, c'est qu'on est beaucoup à être engagés dans des luttes diverses et variées. Ça me fait penser à quelque chose, redonner le pouvoir au peuple, mais si à un moment donné on l'applique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, certains remettent en cause la contraception, certains remettent en cause, enfin il y a la peine de mort, il y a tout ça. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie, ça c'est des faux débats. On ne peut pas avoir peur de la démocratie. Et moi je vais aller plus loin, on sait tous qu'on a, alors si on regarde pas dans ce qu'on a peur, mais de ce qu'on voudrait. Nous on veut tous avoir actuellement un pouvoir politique qui prenne à bras le corps la question de l'urgence climatique. Et moi je vous pose très clairement la question, qui peut prendre cette question-là si ce n'est pas le peuple? Est-ce que vous pouvez compter sur une minorité d'apparatchiks? Tout le monde sait bien que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut compter sur les multinationales? Non. Donc si on veut avoir un acteur qui vraiment fait cette transition écologique qui est une nécessité de survie humaine, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance au peuple. Parce que quel autre acteur peut faire ça? Un mot sur l'affiche. Là, l'herbe, vous l'avez bien coupée sous le pied des Verts. Parce que moi, si je suis simple bisontin, je me dis pas c'est la France Insoumise, je vois pas de rouge. Mais c'est pas la France Insoumise. Alors, il faut peut-être qu'on rembobine et qu'on explique les choses. Alors, en tout cas, cette affiche, vous l'avez pensée comment? On a pensé ah oui, vous étiez pas là. Oui, vous étiez pas là. Pardon. Donc du coup, je réexplique. Je suis désolé. Il y a 3 Pour couleurs. mes collègues, pardon. Il y a 3 couleurs. En fait, plutôt que faire Besançon écologique et social, qui veut dire la même chose, on trouve que vert et solidaire, c'est plus palpable comme mot. C'est-à-dire que ça renvoie à des affects plus humains et plus chaleureux. Donc du coup, Besançon verte, c'est aussi lié avec Besançon ville verte, qui est une fierté. Donc du coup, c'est le vert de Besançon ville verte, c'est le jaune de la solidarité. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, vous parliez des gilets jaunes, oui, c'est effectivement pour nous maintenant le jaune est devenu une couleur de la solidarité, de l'espoir, de je veux du soleil. Et donc c'est pour ça qu'on l'a là. Et on a le violet du féminisme. Donc voilà. Et du coup, pour revenir sur le visuel, on a le doux, mais on a le doux qui n'est pas la boucle. Parce que la boucle, c'est l'hypercentre. Et donc on veut que c'est le doux qui traverse la ville de Besançon et pas simplement qui entoure la boucle. On a la main qui fait la solidarité, l'arbre pour le vert. Et le logement, en fait, on a choisi volontairement de montrer ce qui est le logement de la plupart des habitants de Besançon, c'est-à-dire en fait des blocs, des immeubles de 3-4 étages. C'est là qu'habite la majorité des habitants de Besançon. Donc c'est volontaire et on a aussi sur le bandeau seulement la citadelle qui a un élément identitaire de la ville. Vous dites que c'est pas la France Insoumise, j'entends bien, c'est un collectif, mais c'est porté quand même à l'initiative. C'est initié. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans l'ADN de la France Insoumise d'être au service des luttes en fait. On est des militants avant tout. On n'est pas des professionnels de la politique, on est des militants. Et on est des militants associatifs, syndicaux. Et l'idée c'est de mettre notre expérience, notre savoir-faire au service d'une démarche. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une volonté de faire de la politique autrement, mais c'est une démarche qu'on a initiée depuis la création de la France Insoumise en 2016. La France Insoumise, elle a été créée en 2016 dans cette optique-là, de favoriser la révolution citoyenne, d'être en appui, de venir soutenir, de venir aider. Après, C'est ces démarches. Vous avez quand même des députés, vous avez des figures, Bien sûr. vous êtes devenu quand même un parti politique. Non, on n'est pas un parti, on a un mouvement. Un mouvement qui est devenu quand même, enfin je veux dire, de militants, mais Mais oui, mais parce qu'on croit à la révolution citoyenne. Donc à un moment donné, oui, on propose des élus dans un certain nombre d'élections, et puis on s'accorde selon les types d'élections dans lesquelles on est. Là, dans un cadre municipal, voilà, à un moment donné, on propose une liste, et donc on veut un ensemble de personnes qui soient représentatifs aussi, et qui ont chacun à apporter quelque chose. Et l'idée, la thématique, c'est vraiment décider vous-même. Venez siéger au conseil municipal. Excusez-moi, je vous pousse un petit peu. Mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Est-ce que c'est pas non plus parce que l'étiquette de la France Insoumise, elle est devenue un peu plus dure à porter Mais pas du tout, moi j'ai pas honte d'où je viens. Je suis militante politique, je suis militante associative et je suis fière d'appartenir à un mouvement qui, par exemple, dès les premiers jours, a soutenu les Gilets jaunes. Du coup, moi, je vais aussi compléter ce qu'il avait dit. Cette initiative, elle est née dans la France Insoumise, mais aussi dès le départ en dehors de la France Insoumise, parce qu'on n'est pas un truc qui serait séparé du reste du corps social, en fait. On appartient au corps social. On est tous ici, vous nous voyez, enfin, tous les militants de la France Insoumise sont engagés ailleurs. On n'a pas de purs militants qui feraient que de la France Insoumise tous les jours. On est des militants engagés, des citoyens engagés
dans le corps social. Donc bien sûr qu'on l'a validé en tant que France Insoumise, mais on en avait déjà parlé avant. Je veux dire, on n'a pas pensé à un endroit séparé puis après proposé. C'est quelque chose qui est plus fluctuant dans la manière de faire. Et après, dans l'ADN de ce mouvement-là, c'est pour ça aussi que moi je le retrouve et qu'on est nombreux à s'y retrouver, c'est que c'est pas un parti, qu'on a des engagements variables dans le temps, qu'il y a un certain moment qu'on peut se retirer à d'autres, et qu'effectivement on est dans les mouvements sociaux, ce qui fait que quand on voit des mouvements comme les Gilets jaunes, tout de suite on reconnaît ce mouvement pour ce qu'il est, parce qu'on n'est pas séparés, on n'est pas en dehors en train de regarder ça comme des observateurs extérieurs. Moi je suis engagée dans d'autres trucs associatifs. Et Sylvestre voulait dire un mot? Voilà, juste, c'est par rapport aux forêts, par exemple. Besançon, c'est une ville verte. Il y a une très grande forêt, 2000 hectares. Il y a des problèmes sanitaires en forêt, de réchauffement en forêt. Et il y a un problème, par exemple, qui est majeur aussi, de l'Office national des forêts qu'on est en train de détruire. Donc, il y a une commission parlementaire citoyenne qui a été créée à l'initiative de qui? De députés de la France Insoumise. Il était temps qu'à un moment donné, les forêts deviennent un objet visible et politiquement interrogeable, compte tenu des problèmes climatiques qui nous arrivent. Vous ne pensez pas que c'est intéressant ça pour... Et moi, c'est pour ça que je suis venu, que j'ai accepté de signer. Je ne suis pas un militant classique, je suis plutôt dans les associations et syndicaliste. Mais quand il s'agit de notre patrimoine commun et que là, à Besançon, d'interroger de comment on va gérer cette crise climatique concrètement avec les milieux dont on a la chance de disposer et comment on va essayer de réaliser une transition sociale et environnementale, ça m'intéresse et je sais. Voilà. Dans l'actualité, la ville de Besançon a pris un arrêté pour interdire l'accès à certaines parcelles de bois. Est-ce qu'il fallait vraiment le faire? Est-ce que c'est pas aussi une privation de liberté? Vous auriez fait quoi à leur place? Mais je crois qu'il faut prendre acte de la situation actuelle. Les arbres sont stressés parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Et quand la colonne de sève, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est interrompue, ça devient cassant. Et donc ça devient dangereux pour les promeneurs. Et c'est vrai que la ville a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire interdire des zones qui devenaient dangereuses. Mais ça, il faut aussi l'intégrer dans notre pratique, c'est-à-dire si on prend acte de ça, qu'est-ce que ça signifie et comment on peut essayer de composer avec ces nouveaux problèmes qui sont quand même pas faciles. Et donc, ça demande de la coopération, de la collaboration et de l'échange de savoir-faire et de techniques. Peut-être qu'il faut aller voir des scientifiques, des forestiers, des naturalistes, des hydrologues, etc., etc. Voilà. Juste pour revenir sur les programmes, j'ai compris qu'ils devaient être constitués par les assemblées communales. Par les ateliers programmatiques et par les ateliers porteurs de parole. Voilà. Mais sur les marqueurs, la gratuité des transports en commun, ça c'est quelque chose d'acté On a en fait, oui, dans le texte d'appel, on a politique de gratuité. En général, et dedans, on a mis les transports, aussi les cantines, il me semble. Il y a un certain nombre de gratuités qu'on veut défendre. Donc celle des transports qui est pour le coup vraiment essentielle pour nous, parce qu'à un moment donné... Et là, du coup, on en arrive encore à une façon de voir les choses. Et ce que disait Michel, c'est très juste. C'est-à-dire, quand il parle du logement social, c'est-à-dire que nous, on se relie, lui, il est militant de défense des locataires. Moi, je suis militante écologiste. Et à quel endroit on se relie? C'est que tout ce qui est fait actuellement, c'est fait sans consultation, même pas prise de décision, sans même consulter les habitants. Tout est décidé sans eux. On leur démolit leur bloc sans eux et on va en reconstruire à un autre endroit. On veut construire 1800 logements à un autre endroit sans demander l'avis aux habitants. Et du coup, tout est construit sur les habitants. Et nous, on a besoin d'avoir une implication citoyenne. Et par contre, on donne une direction. Là, très concrètement, on va arriver dans une période, avec l'urgence climatique, qui va être une période dure. Et il faut prendre la mesure de ce qui se passe. C'est ce que disait Sylvestre sur les forêts. Il faut prendre la mesure de ce qui se passe. Et du coup, on ne peut plus réfléchir dans les mêmes cadres qu'auparavant. La gratuité des transports en commun, c'est plus un surplus d'âme sociale. Ça devient une nécessité dans cette ville. Parce que déjà, on a de plus en plus de personnes qui s'appauvrissent et qu'à un moment donné, ils ont le droit de se déplacer, ces gens-là. Et deuxièmement, on a des problèmes de pics de pollution qui sont de plus en plus accrus, qui sont encore renforcés par les canicules qui arrivent. On est dans un pic pétrolier également au niveau mondial. Donc à un moment donné, il faut prendre la mesure de ce qui nous arrive et pas être tout le temps dans la réaction. Et si on ne veut pas être dans 10 ans dans la réaction en disant « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pics de pollution, c'est catastrophe », il faut commencer dès maintenant à prendre des mesures.
Et donc il s'agit d'anticiper. Là, c'est pas une mesure qui sera un surplus écologique, c'est une mesure de nécessité. Sur la question de la gratuité, je voudrais juste rajouter qu'il s'agit aussi à un moment donné de faire des choix de société, des choix politiques. Et l'idée, quand on met en place la gratuité, c'est de faire reculer le marché sur certains aspects, dans certains domaines où on estime que c'est pas à lui de gérer ça, mais que ça doit être un choix collectif, financé par la collectivité. Donc l'idée, c'est à un moment donné, il y a des biens communs, par exemple, on propose aussi la gratuité de l'accès aux compteurs et des premiers mètres cubes d'eau qui sont nécessaires pour vivre, tout simplement. Donc ça, ce sont des choix de société, des choix politiques, et l'idée, c'est de faire reculer le marché dans certains domaines où on estime qu'il y a des biens communs à protéger. Et je voudrais insister sur l'argument qui nous a été opposé par Éric Alauzet, disant blablabla, les raisonnables, c'est nous. Non, les raisonnables, c'est pas eux. Ces raisonnables-là, c'est eux qui nous ont mis dans la catastrophe climatique dans laquelle on est. C'est ça, ces gens raisonnables. C'est des gens qui nous enfoncent, dans une catastrophe climatique, et alors qu'on y est encore, qui continuent à appuyer sur l'accélérateur. Ces personnes-là sont irresponsables. Les raisonnables, c'est nous. Nous sommes les personnes raisonnables. Et puis, d'autre part, on aura des temps dans la campagne de budgétisation de tout ça. Et voilà, la France Insoumise et là, Besançon Verte et Solidaire, on a toujours fait preuve d'un grand sérieux dans ce qu'on proposait. Toutes ces mesures-là, que ce soit la gratuité des transports, des premiers mètres cubes d'eau, c'est des choses qu'on sait faire, qui ont été faites ailleurs, sur lesquelles il y a des modèles, et c'est des choses qui sont transposables. Donc c'est pas des utopies de doux rêveurs. Non, on est très raisonnable. Les raisonnables, c'est nous. Raisonnable et responsable. Justement, vous savez que chez les électeurs, il y a des choses qui peuvent attirer, et notamment c'est d'avoir avec soi des personnes qui ont été en poste, et notamment des adjoints, ou est-ce que vous en aurez pour rassurer, j'ai envie de dire il y a toujours un peu cette image Du notable Non, pas forcément du notable, mais quelqu'un qui a été en poste, parce qu'on dit je laisse les clés à quelqu'un. Celui du monde qui est en train de mourir, ça intéresse personne. Donc je sais pas si on vous a présenté... mais parfois il faut des figures quand même. Alors Maxime Renaï, lanceur d'alerte, qui a travaillé sur l'évasion fiscale, donc qui est quand même une figure qui est byzantine, mais qui est aussi nationale, sur la lutte contre l'évasion fiscale. Et ça me permet de faire un lien entre ce qu'on disait au moment des élections européennes et ce qu'on dit maintenant, c'est-à-dire que tout est lié, on ne peut pas proposer des trucs à un endroit et puis faire complètement l'inverse à un autre endroit. Et en fait, tout ça, ça forme une trame qui est cohérente, que ce soit l'implication citoyenne qu'on demande à tous les échelons, que ce soit la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte à engager contre les lobbies, la lutte dans une commune contre les partenariats publics-privés. Donc en fait, on a une vraie cohérence globale. C'est toi qui a refusé l'entrée. Oui. J'en profite pour dire qu'on a assigné cette semaine Bernard Arnault, qui est la deuxième fortune du monde, pour le forcer à publier ses comptes. Donc avec mon frère, on a déjà gagné 8 fois contre les multinationales françaises et les milliardaires français. Donc on fait ça tranquillement depuis Besançon en tant que militant. Et on le fait aussi avec le média, donc la web télé Le Média, puisque je travaille pour la web télé Le Média, donc on a signé 10 multinationales. Et du coup, pour en revenir sur tout ça, la base pour faire une transition écologique et solidaire, c'est une application citoyenne. Ouais. Et du coup, dans nos quelques points aussi qu'on met en avant, donc il y a la gratuité des transports, il y a l'abandon des vêtements, qui sont un petit peu des mesures symboles qui marquent l'endroit où on est, et on a le référendum d'initiative citoyenne locale, qui va être très clairement un truc qu'on va proposer. Ce qui nous permet effectivement de revenir en arrière, à moi tout au moins, parce que je voulais la placer depuis longtemps celle-là, sur la question et le mouvement des Gilets jaunes. Alors on vous a très bien répondu. Le mouvement dans lequel nous sommes, nous, comprend, soutient le mouvement des Gilets jaunes, mais nous tous, ici, qui sommes des militants, nous sommes dans le mouvement des Gilets jaunes, nous sommes dedans. On ne le voit pas de l'extérieur, on y est. Regardez-les tous autour. Et venez le samedi, venez le jeudi, à la Rodia, où on se les gèle, on est dans le mouvement, on y est, on réfléchit avec eux, on les entend, on n'est pas toujours d'accord avec eux. On n'a pas eu les problèmes que vous souleviez tout à l'heure. Ceux-là, on ne les a pas entendus. Les gilets jaunes qui sont racistes, qui sont... Non, à Besançon, je ne sais pas... C'est peut-être une particularité, mais ça, on ne l'a jamais entendu. Donc, je dis bien, nous sommes dans les gilets jaunes. On n'a jamais entendu, mais moi, je l'ai vu dans les cortèges. Les propos racistes... Oui, il y a quand même... Mais que nous, on les a entendus. On a entendu. Oui. Enfin, vu et entendu. Donc, ils se sont mis très loin de moi quand ils les ont exprimés parce qu'ils savaient que mes oreilles ne pourraient pas les entendre. Ah mais je vous promets monsieur. Mais après je pense qu'il y a une bataille culturelle à mener aussi. Il y a aussi une bataille culturelle à mener, clairement.
clairement. Et on essaie de faire notre taf à ce niveau-là. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est rendre hommage à François Ruffin, qui est un député aussi membre du groupe parlementaire de la France Insoumise. C'est-à-dire que ce qu'il a dit au tout début de son film du Soleil, il dit, voilà, si on leur dit, si on les met dans une case, c'est une case de racisme, machin, extrême droite, qu'est-ce qu'on propose à ces gens qui se révoltent là? En fait, on leur propose ça. C'est ça le modèle. Non, nous, on incarne une alternative à ce système décrépit, et une alternative qui va vers du positif et qui pousse ailleurs, quoi. Et les Gilets jaunes, ils demandent tout simplement des comptes aux puissants qui fraudent pour la grande majorité. Et là-dessus, je rejoins sur tous les sujets les Gilets jaunes, en particulier sur la lutte pour la justice fiscale. Et les Gilets jaunes sont à la pointe de cette lutte pour la justice fiscale. Et il y aurait beaucoup à dire sur la répression féroce qu'ont connue les Gilets jaunes. Et dans les autres listes qui sont présentées là actuellement, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris la mesure de ce qui se passait en termes de répression de ce mouvement-là. Et c'est grave, parce que quand on fait des appels à la démocratie et à l'implication citoyenne, quand il y a des gens qui sont dans la rue, qui se font matraquer à Besançon, qui sont éborgnés ici et là, et que en tant que personnalité, on ne réagit pas, après on ne peut pas parler d'implication citoyenne. L'implication citoyenne, c'est aussi défendre les personnes qui sont dans la rue au moment où elles sont victimes de ce type de répression. C'est grave ce qui se passe actuellement. Il n'y a aucune empathie de la part des autres partis politiques, et c'est grave ce que dit Claire. Qui est à l'initiative de la conférence de ce soir? Alors en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le fonctionnement ouvert, on a un comité d'animation qui se réunit tous les jours, à la même heure, tous les lundis. Toujours au même lieu, ce qui permet à chacun, une fois qu'il est au courant une fois, d'être au courant tout le temps. Donc les décisions sont prises pareil, de la même manière, avec tout le monde. Je vous disais sur la conférence qu'il y a lieu avec M. Alimi, je crois. Ah, d'accord. C'est un collectif qui est Liberté Publique, qui à la base est la transformation du collectif de défense de Dominique Henry, qui s'est élargi pour défendre en général les libertés publiques. L'avocat de Geneviève Leguet qui manifestait à Nice et qui a été matraqué par les policiers. Donc le site s'appelle Besançon verte et solidaire toutattaché.fr. Et donc depuis le site, vous avez accès à la plateforme dans écrire le programme. Et Twitter, Facebook en bas. Voilà. Il y a un compte Twitter, un compte Facebook. La RN57, mais sans aller beaucoup plus loin, est-ce que... Alors du coup, pour avoir bossé moi sur moi j'ai regardé un petit peu le dossier. Le truc c'est que déjà on va attendre la consultation publique parce que là on est dans des phases de concertation et concrètement en tant que citoyen on n'a pas tous les documents. Enfin voilà, très clairement on n'a pas l'étude d'impact environnemental. On a ce que tu disais tout à l'heure. L'opacité, donc. Si elle est faite. Attendez, là je vous contredis fortement parce que dans les documents de concertation on a des cartes des impacts écologiques. Oui, des premiers impacts, mais on a une carte des premiers impacts faits par un GEROP et notamment on a une carte de synthèse. Donc quand il y a des cartes de synthèse, ça veut dire qu'il y a des cartes de pas synthèse. Donc à un moment donné, d'avant-synthèse. Oui, non, mais on le sait. Non, mais la vraie étude. Du coup, je continue. Non, il y a déjà des études. Enfin, moi, d'accord. On n'a pas en main tous les documents. Voilà. Il n'y a pas l'étude d'impact environnemental proprement dit qu'elle n'est pas faite, mais à l'intérieur de la concertation, il y a des documents qu'on n'a pas. Il y a notamment eu, il y a quelques années, une étude par et autour de la RN57 qui développait d'autres possibilités parce que en fait, ce qu'il faut voir, le truc avec ce problème-là, c'est que ça part d'un postulat de départ, c'est il faut doubler la RN57. Ça, c'est le postulat de départ. Et c'est pas tout à fait la même chose si le postulat de départ, c'est on double la RN57, ou si le postulat de départ, c'est on se débrouille pour avoir des mobilités harmonieuses. Et on n'arrive pas forcément au même résultat. Donc du coup, voilà, nous, on n'est pas pour doubler la RN57 par principe, en disant ça va résoudre la solution. D'autant plus que ça peut paraître à court terme être une solution, mais ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on double c'est le principe, je sais pas comment, c'est la théorie, plus on fait de voix, plus c'est comme ça qu'on se retrouve avec des échangeurs à 1000 voix, des trucs pas possibles et délirants. C'est-à-dire que quand on double une possibilité de passer à un endroit, ça fait juste augmenter le trafic. Et dans des villes où ils ont mis en place d'autres politiques de mobilité, notamment, qui était il n'y a pas longtemps pour le vélo, tu vas me retrouver à Copenhague. Pour le vélo. À Copenhague. Voilà. C'était bien Copenhague. Je vous conseille, c'est magnifique. Donc voilà, quand on met en place, en fait ce qu'il faut voir c'est que quand on met en place les infrastructures pour un type de transport et qu'on développe les transports en commun gratuits, en fait ça fonctionne, c'est juste que ça fonctionne. Là je comprends bien que ce soit pénible pour les gens d'être dans des embouteillages sans fin, mais c'est pas la solution, il y a d'autres solutions. Et c'est pas en doublant la RN57, en refaisant un nouveau viaduc sur le Doubs, dans des espaces sensibles, dans des zones inondables, à proximité de zones de
conservation. C'est pas comme ça qu'on règle ce type de problème. Et d'autre part, ça vient à un point avec un autre point, qui est un mot d'ordre, qui est la justice climatique. Parce que qui c'est qui va se retrouver avec une RN57 doublée à ses fenêtres? C'est pas les grandes maisons bourgeoises, hein. C'est de nouveau les quartiers populaires. C'est de nouveau les quartiers populaires qui vont se prendre du CO2 en plus dans la tronche. Donc de nouveau, il y a toutes ces questions-là qui sont toutes liées les unes aux autres. Alors je ne sais pas si parmi, si certains veulent faire un petit... Je vais vous narrer une petite anecdote relative à la transition écologique. Demain, nous avons une membre du gouvernement qui vient à Montfaucon, accompagnée de Stanislas Guérini. Alors déjà, pourquoi ils ne sont pas venus à Besançon? C'est pour mieux dominer les Bisontins? On ne sait pas. Ou est-ce qu'ils ont peur des gilets jaunes? Alors cette semaine, Jean-Louis Pousseret a été surpris sur une aire d'autoroute dans un gros 4x4. Donc la transition écologique de la part de la République En Marche, on voit tout de suite ce que c'est. Et je rappelle quand même que la gare Viotte, elle aurait dû accueillir le TGV et finalement il a été décentralisé aux Aussons, alors que les Bisontins s'étaient prononcés pour la présence du TGV à la gare Viotte. Voilà la transition écologique de la République En Marche. Je rappelle d'ailleurs que le maire a changé de parti à mi-mandat, qu'il était au PS avec une équipe plurielle, les Verts et le PCF, et finalement qu'il est passé à la République En Marche en trahissant ses valeurs, ses convictions et son électorat. Non, mais il faut quand même noter la monstruosité politique qu'est cette majorité. C'est une monstruosité politique. Enfin, je veux dire, quand on a un maire En Marche avec des adjoints ELV, des adjoints PCF, un maire En Marche, c'est un truc qui ne devrait pas exister, quoi. C'est pas possible d'exister. C'est la troisième dimension. Et eux vont vous dire, notre bilan, celui qu'on avait présenté, on va le réaliser à 99%. Oui, ils le diront. Voilà la réponse. Ils le diront, mais on pourra aussi... Et nous, on leur dira... on prépare l'avenir. C'était comment, rappelez-moi votre prénom, c'est Michel. Patrick. Il y a Rosine qui veut dire un mot. Je voulais simplement dire que je crois que la plupart des signataires n'ont plus envie du féodalisme municipal. C'est une construction où les gens n'ont plus accès à quoi que ce soit au niveau de la décision. Et y compris dans un conseil municipal, les droits des élus sont sérieusement minorisés. Donc je pense que notre démarche, c'est de retrouver une vie démocratique au sein du conseil municipal, mais aussi, en dehors aussi, que les citoyens puissent y participer. Et donc les assemblées communales, nous en avons maintenant, nous en aurons, et nous en aurons encore si nous sommes au conseil municipal. Et c'est à partir de ces assemblées municipales que nous poursuivrons la démarche citoyenne engagée. Démolir ce système où on se répond entre étiquette et étiquette au sein d'un conseil municipal et c'est un jeu, etc., ça n'intéresse pas beaucoup les citoyens. Ils veulent une réponse à leurs besoins et à la défense des biens communs. C'est les services qu'il faudra changer. Mais les gens au sein de la mairie. Pardon, excusez-moi. Mais les gens qui voteront pour cette liste-là sauront quand même qu'il y a lui un programme qui sera établi sur l'intégralité du mandat. Bah oui. Bah oui, on va faire un programme, c'est évident. Oui, c'est évident. En fait, comme on travaille sur la base d'une plateforme collaborative et de porteurs de parole et qu'on compte que ce truc continue à exister par la suite, c'est aussi l'idée qu'un truc qui est décidé un jour, il est peut-être plus valable 3 ans après. Donc nous, on va faire un programme, mais surtout, on va avoir une plateforme numérique qui va évoluer et qui sera toujours enrichie. Autrement dit, s'il y a une bonne idée qui arrive en février ou fin février, on ne va pas s'interdire parce qu'elle n'a pas été dans le programme, etc. Par contre, oui, on aura un document papier, mais un document papier qui sera une image d'un moment donné. Voilà, qui sera une image d'un moment donné, qui sera un programme, mais on est dans une implication citoyenne. Et les citoyens, quand ils s'impliquent tous les jours. Ils ne s'impliquent pas qu'au moment où ils votent sur un programme, quoi. Oui, l'idée, c'est pas d'aller consulter les citoyens uniquement au moment des échéances. Et notamment la plateforme collaborative, c'est quelque chose qui sera un outil aussi de gouvernance pour la suite, pendant le mandat. Il y a deux choses, il y a la plateforme collaborative et le référendum d'initiative citoyenne. Non, le référendum d'initiative citoyenne, c'est un élément programmatique. La plateforme collaborative, elle est là pour faire une construction collective du programme. Voilà. Et par la suite, avec Reykjavik, c'est utilisé pour continuer à soumettre régulièrement des idées. Parce qu'en fait, quand on est élu,
contrairement à cette majorité actuelle qui est dans une notion de la pédagogie où ils expliquent ce qui est bon, quand on est élu, en fait, on n'a pas toutes les bonnes idées du monde et on peut être nourri régulièrement par des réflexions qui viennent d'ailleurs. Et je pense que c'est une bonne posture de départ de considérer qu'on peut être nourri par de la réflexion. Chantal ? Alors moi je voudrais pas forcément être nommée ni filmée. Je suis signataire anonyme actuellement pour des raisons professionnelles, très engagée dans la jeunesse mais présente en tant que citoyenne. Je suis venue rejoindre le groupe parce que c'est une plateforme où nous allons co-construire. C'est la première fois à 45 ans que je m'implique, je n'ai jamais été encartée, je ne serai pas France Insoumise pour autant, je n'ai jamais été syndiquée, je voulais rester libre, je refuse les informations descendantes, je veux être entendue en tant que personne. C'est la première fois qu'on m'en donne la possibilité, donc c'est pour ça que je rejoins à 45 ans le premier mouvement de ma vie, parce qu'enfin il a du sens, et je voulais juste dire que je ne serai pas France Insoumise, je ne serai pas PS, je ne serai pas Europe Écologie Les Verts, je ne veux pas m'enfermer dans quoi que ce soit, et c'est pour ça que je suis là. C'était le mot de la fin. Moi, j'aurais bien aimé reprendre le terme de féodalisme de Rosine pour effectivement donner un exemple très concret dans le domaine dans lequel je me bagarre depuis des années, qui est celui du logement. Vous avez entendu parler de la disparition de l'office public d'HLM de Grand Besançon. Pas de Besançon maintenant, il est devenu de Grand Besançon. Savez-vous avec qui ça a été discuté, ça? Très vraisemblablement avec les locataires. Non? Ah non, peut-être pas. Ah, mais alors certainement avec les administrateurs. Non plus. Eh ben, non plus. Oh, c'est bizarre. Mais avec qui? Ah ben, c'est tout. On peut supposer que c'est le maître du féodalisme qui a décidé. Et les conseils d'administration de Grand Besançon Habitat et de SAIMB, qui doivent fusionner l'une absorbant l'autre, n'en ont jamais débattu, délibéré. Et il semblerait que la décision doit être prise avant la fin de l'année. Donc on imagine que d'ici là, il va y avoir un grand débat populaire, un grand débat au sein des conseils d'administration, et que cela sera pris démocratiquement comme décision. Alors, apparemment, ça a été Elle a été prise hier soir en conseil des conseils. Non mais là on est sur un vrai gros problème, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une disparition de services publics, et c'est grave quoi. Et, par contre je peux vous assurer que si c'était des élus de cette liste-là qui étaient là-dedans, ça se passerait pas comme ça quoi. À un moment donné, c'est quand même incroyable, on est sur une disparition de services publics quoi. C'est fou, et ça continue quoi.